Salut et bienvenue sur Anakaland. Il est enfin temps pour moi de parler un peu d'une série que l'un d'entre vous m'avait vivement conseillée en commentaire, et je l'en remercie. Foundation, ou Fondation pour les francophones only, qui vient de commencer la diffusion de sa saison 2. Au moment où j'enregistre cette vidéo, je n'ai vu que les 10 épisodes de la première saison. Je me pencherai sur la seconde en vidéo après sa fin. Ou peut-être plus tôt, qui sait, ça dépendra de vos commentaires. Foundation, une série télévisée de science-fiction basée sur la série de romans du même nom écrite par Isaac Asimov. La série est produite par Apple TV+, et a été diffusée pour la première fois en septembre 2021. Je rappelle qu'elle est aujourd'hui également disponible sur MyCanal, ou encore si vous avez une PS4 ou 5, plusieurs mois d'abonnement à Apple TV+, sont offerts actuellement. Donc la série Foundation est une adaptation ambitieuse et visuellement impressionnante de l'œuvre d'Isaac Asimov. Si vous êtes fan de science-fiction épique, de mondes futuristes et d'intrigues complexes, cela vaut assurément la peine d'y jeter un œil. Pour cette vidéo, je vais commencer par une petite partie sans spoiler, pour ceux ne s'étant pas encore décidés à regarder la série, en espérant vous convaincre de le faire. Puis bien sûr, ça va spoiler sévère afin de pousser l'analyse un peu plus loin. Comme d'habitude, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à me donner vos suggestions et votre avis sur la série en commentaire. Ça reste le meilleur des soutiens et c'est gratuit. Et c'est parti. L'intrigue de la série Foundation se déroule dans un avenir lointain, très lointain, dans lequel l'humanité s'est répandue à travers toute la galaxie. Car ils sont bien nos descendants. On a notamment une référence à la bibliothèque d'Alexandrie qui a brûlé et à la Terre qui n'est aujourd'hui plus qu'un mythe. L'histoire s'axe autour du personnage de Hari Seldon, un mathématicien visionnaire qui a développé une discipline appelée la psychohistoire. La psychohistoire lui permet de prédire l'avenir collectif de l'humanité en utilisant des modèles mathématiques complexes. Hari Seldon prévoit l'effondrement imminent de l'Empire galactique qui régit l'univers depuis des millénaires. Il crée donc la Fondation Seldon dans le but de préserver les connaissances et d'assurer la survie de l'humanité pendant la période de chaos qui suivra l'effondrement de l'Empire. L'Empire, quant à lui, est dirigé par un trio de clones de l'empereur Cléon Ier, à 3 étapes différentes de leur vie. J'y reviendrai, mais cette facette de l'histoire est vraiment des plus intéressantes, sur de nombreux points. Mais petite parenthèse tout de même, car ces différents empereurs permettent notamment un petit tour de force pour une série. Un même acteur va interpréter plusieurs versions d'un même personnage. Chacun à la fois identique au précédent, mais avec toutefois son petit quelque chose de différent. En cela, c'est une véritable prouesse pour l'acteur Lee Pace, que nous avions tous reconnu de l'univers Marvel dans le rôle de Ronan l'accusateur, ou encore Thranduil, le roi elfe dans la trilogie du Hobbit. Ici, il nous offre une performance de grande qualité grâce à toutes ces versions de l'empereur Cléon. Les 3 empereurs verront donc leur toute-puissance remise en question au vu des prédictions du mathématicien, provoquant ainsi l'exil des membres de la Fondation aux confins de la galaxie. La série va ensuite suivre les aventures de la Fondation Seldon à travers différentes époques, en explorant les enjeux politiques, sociaux et scientifiques auxquels elle est confrontée. On y découvre des personnages complexes, des complots, des batailles intergalactiques et des questionnements profonds sur le destin de l'humanité. Foundation est une série ambitieuse en termes de production. Elle bénéficie d'un budget élevé et propose des effets visuels impressionnants pour recréer les mondes futuristes de l'univers d'Asimov. Les décors, les costumes ou même les effets spéciaux et l'ensemble de la direction artistique contribuent à créer une atmosphère visuellement captivante et crédible. Avec des costumes souvent très sobres et parfois très extravagants et burlesques. J'y ai retrouvé cette patte inégalable de la science-fiction des années 80-90, qui frôle presque le ridicule par moments, mais qui réussit tout de même à rester toujours cohérente. Avec une technique et un rendu moderne pour ce qui est des effets spéciaux numériques, souvent magnifiques. Donc une combinaison du meilleur de la SF d'antan et de celle d'aujourd'hui. La série est reconnue pour son histoire complexe et sa production de haute qualité. Cependant, certains fans des romans originaux ont noté des différences par rapport à l'œuvre d'Asimov, notamment dans l'adaptation des personnages et l'évolution de l'intrigue. Néanmoins, Foundation a réussi à attirer un nouveau public et à susciter de l'intérêt pour l'univers d'Isaac Asimov. Donc si vous hésitez encore, lancez-vous. Si vous aimez la science-fiction et les récits complexes, cette série est faite pour vous. La série est donc très complexe, autant à résumer qu'à analyser tellement ça part dans tous les sens dès le début. Il faut vraiment attendre quelques épisodes pour avoir une vision plus globale et vraiment en saisir tous les enjeux. Et ça, j'avoue que c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Il est très difficile d'anticiper ce qui arrivera ensuite. On reconnaît bien là la patte d'Asimov. Dès le début, on sent qu'on va avoir affaire à un univers très riche et complexe, avec tous ces noms, ces lieux ou encore les croyances et la géopolitique des différents mondes. Elle explore notamment plusieurs grandes questions qui sont au cœur de l'histoire et de l'univers d'Isaac Asimov, que je vais rapidement lister ici. Le destin de l'humanité. L'une des questions centrales de la série concerne le devenir de l'humanité à travers les âges. La Fondation Seldon a été créée pour guider l'humanité à travers la période de chaos, faisant suite à l'effondrement de l'Empire galactique. La série interroge donc sur le rôle de l'individu et des institutions dans la construction de l'avenir.
La prédiction de l'avenir. La psychohistoire, la science développée par Hari Seldon, permet de prédire l'avenir collectif de l'humanité en utilisant des modèles mathématiques. Cela soulève la question de savoir si l'avenir peut réellement être prédit et contrôlé, ou si les individus ont une marge de manœuvre pour influencer leur propre destin. Le pouvoir politique ou religieux et leur manipulation. La série examine en profondeur les jeux de pouvoir et les manipulations politiques à grande échelle. Les factions et les individus cherchent à influencer le cours des événements pour leur propre intérêt, ce qui met en évidence les enjeux éthiques et moraux liés à la quête du pouvoir. Les limites de la connaissance. La fondation Seldon est fondée sur la préservation et l'expansion des connaissances. Cependant, la série explore également les limites de cette connaissance humaine et la manière dont les certitudes peuvent être remises en question. Les personnages sont confrontés à des mystères et des découvertes qui mettent en péril leurs croyances, parfois religieuses, et leur compréhension du monde. L'équilibre entre l'ordre et le chaos. C'est l'un des thèmes récurrents dans la série. L'Empire galactique représentait un ordre stable, mais il est voué à s'effondrer. De son côté, la Fondation Seldon est créée pour apporter une nouvelle stabilité, mais la série interroge la nécessité de l'ordre et la valeur de l'adaptation face au changement. Toutes ces questions philosophiques et existentielles ajoutent une grande profondeur à l'univers de Foundation et invitent le téléspectateur à réfléchir sur des thèmes universels liés à l'humanité et à notre avenir commun. Je passe maintenant à la partie avec des spoils, et il va y en avoir, alors vous êtes prévenus si vous n'êtes pas à jour sur la première saison. Cette série étant d'une complexité certaine, avec ses nombreuses chronologies et personnages, je vais vous épargner un résumé exhaustif qui serait probablement trop long, pour plutôt me concentrer sur des éléments qui m'ont marqué dans la série au travers des différents personnages. J'ai déjà parlé de Hari Seldon, qui est bien sûr au centre de ce récit, mais pas vraiment un personnage central de la série, car ses nombreux secrets se doivent d'être révélés au bon moment pour préserver l'histoire. Et puis il meurt au début de la saison, donc difficile d'en faire un personnage principal. Le récit se concentre plutôt sur les personnages de Gaal Dornick et Salvor Hardin, deux jeunes femmes liées à travers le temps. La première d'entre elles, Gaal Dornick, est une jeune femme élevée sur un monde profondément religieux qui rejette toute forme de science. Toutefois, elle a su se faire remarquer par le fondateur de la fondation grâce à son génie pour les mathématiques. La série commence donc alors qu'elle quitte son monde, sa famille et ses croyances pour rejoindre Trantor, la capitale de l'Empire, afin de rejoindre son université. Mais sitôt arrivée et après sa rencontre avec son nouveau mentor, elle et lui se font arrêter car la psychohistoire devient une menace pour l'Empire. En effet, cette science proche de la magie, qui permet de prédire l'avenir des civilisations, affirme que l'Empire est à l'aube de sa fin. On découvre également qu'Hari Seldon est le seul à pouvoir la lire, car c'est sa création. Mais Gaal en est elle aussi capable, et avec bien plus de facilité que lui. En conséquence, les empereurs décident de les bannir aux confins de la galaxie, afin qu'ils puissent tout de même accomplir leur mission de sauver les connaissances humaines. Mais loin des regards pour être sûr que la psychohistoire soit oubliée. Mais le sera-t-elle vraiment? La boîte de Pandore a été ouverte, et les graines du chaos et de la rébellion sont semées. Juste après leur départ, on assiste par exemple à un acte terroriste de grande ampleur sur Trantor. Deux individus, pourtant de peuples qui se détestent, semblent s'être unis pour détruire le gigantesque ascenseur orbital qui gravite autour de la planète, sa chute provoquant des centaines de millions de morts. On a donc ici le premier élément qui laisse poser des questions sur la véritable nature de la crise à venir. De son côté, le récit de Gaal est intéressant dans ce qu'il oppose la religion et les croyances avec la science pure et dure qui ne peut être contredite. Elle a abandonné sa foi pour pouvoir accomplir son destin dans la science. Elle porte même sur son visage les marques de son renoncement à ses croyances et celles de ses ancêtres, pour la science. Mais au final, c'est en quelque sorte vers un autre culte qu'elle se dirige. Toutefois, dans les premiers épisodes de la saison, j'ai eu du mal avec l'arc de la jeune femme. Cette adolescente avait un peu trop tendance à faire de la série un récit pour ados, vu et revu. Surtout avec l'histoire d'amour naissante entre elle et le fils adoptif du scientifique. Mais tout à coup, l'histoire prend un tournant des plus intéressants quand son chéri assassine le professeur. Et ce, sous les yeux de Gaal, qui aurait dû se trouver ailleurs, bouleversant ainsi la chronologie des événements. Dans la série, Gaal est un véritable grain de sable dans la matrice. Elle est une sorte d'électron libre dans les prédictions de Hari, provoquant des variations de cet avenir, car elle-même a la capacité de ressentir le futur. On a donc à nouveau une opposition entre une forme de magie, ou en tout cas un élément inexpliqué, et la science avec la psychohistoire. Et il en va de même pour Salvor, la jeune gardienne de la Fondation sur la planète Terminus, dans le futur 35 ans après leur installation. Elle aussi est une donnée inquantifiable par la science. Elle se qualifie elle-même carrément d'aberration statistique. Elle aussi est une donnée ne pouvant être anticipée, car elle suit son intuition et pas des données logiques. Elle semble aussi avoir un certain don pour prédire les événements, et les tordre à son avantage. Elle a des visions d'événements passés, et le coup de sa pièce et du pile ou face qu'elle réussit toujours à prédire est assez évocateur, et lourd de sens pour faire très vite passer le message au téléspectateur. Son intuition est donc son arme la plus efficace pour faire face aux événements et crises à venir pour la Fondation. Bien qu'au début de la série, elle dit elle-même que différente ne veut pas dire exceptionnelle. Pourtant, à la fin de la saison, elle se qualifie enfin d'exceptionnelle quand elle accepte son destin.
Et dernière chose qui la rend unique sur sa planète, c'est qu'elle est immunisée contre les effets du Sanctuaire, un mystérieux bâtiment qui neutralise quiconque s'en approche à l'exception d'elle-même. Avec ces deux femmes, on a donc une opposition entre celle qui sait, Gaal, et celle qui croit, Salvor. Alors que pourtant leur naissance les destinait plutôt à l'inverse. Et après plusieurs péripéties qui auraient pu se solder par une grande guerre galactique, Salvor réussit enfin à ouvrir le Sanctuaire, et tout le monde découvre que ce bâtiment n'a rien d'alien, mais n'est que la création de Hari Seldon faisant suite à sa mort. Il apparaît donc sous forme holographique, véritable fantôme numérique, pour annoncer son véritable plan, préparer la révolution contre l'Empire et donc provoquer la crise qu'il avait prédit. Ce qui soulève bien sûr une grosse question. Hari a-t-il prédit les crises à venir qui vont détruire l'Empire, ou en est-il au final le véritable instigateur? A-t-il planifié tout cela en le faisant passer pour la main du destin? C'est un peu l'œuf ou la poule ici. Sheldon a-t-il prédit la chute, ou ces moules ont-ils provoqué? Il a même probablement été complice, voire le mastermind derrière les événements qui ont tout déclenché. Comme le laisse penser à la fois ses révélations à la fin de la saison, ou encore son comportement de plus en plus manipulateur et calculateur, qui était assez évident depuis le début. Mais après avoir pu rencontrer non pas une, mais deux de ses sauvegardes numériques, on constate bien son complexe du Messie. Il se croit tout puissant, presque divin. Après sa mort, par exemple, les membres ne jurent que par son nom. Littéralement, on les entend dire par Seldon plutôt que oh mon dieu ou autre. Chose que comprend très vite Gaal, la poussant à s'émanciper de son influence pour suivre sa propre voie, qui la ramènera finalement vers la Fondation. Les secrets de Hari sont donc bien loin d'être encore tous révélés, de même que son implication dans les crises à venir. Et donc en parlant de crise, il est temps de parler de ceux qui vont la subir de plein fouet, les divers empereurs qui se succèdent à la tête de la galaxie. Ces derniers qui portent ce qu'il y a, je trouve, de plus efficace et profond dans cette série. Pour essayer de faire simple à leurs propos, ils sont tous des clones du premier empereur Cléon, et ils naissent de façon cyclique, espacés de plusieurs années entre eux. Plus simplement encore, quand l'aîné, le frère au soir, meurt, un enfant naît et il devient le frère au matin. Et celui qui était autrefois le jeune devient le frère au grand jour, celui du milieu, et donc le détenteur réel du pouvoir. Tout ça dans une boucle sans fin, l'un remplaçant l'autre de génération en génération. Dans un perpétuel recommencement, car tous sont identiques, ou en tout cas le devraient. Leur arc narratif soulève déjà de nombreux sujets de poids, comme le concept de passation de pouvoir, mais surtout celui de la stagnation, de l'absence de changement, et donc d'évolution humaine. Chose que la série soulève littéralement quand le concept de religion se confronte à celui de leur politique et de la science qui permet leur existence. Dans cet acte, on suit le frère au grand jour, que l'on avait découvert enfant lors du procès de Gaal et Hari, et qui dirige aujourd'hui l'Empire. Mais une crise religieuse s'annonce. La plus puissante religion de la galaxie vient de perdre sa dirigeante, et le poste pourrait tomber entre les mains d'une prêtresse qui tente de faire passer la lignée des clones pour des êtres sans substance. Elle parle de stagnation comme l'avait fait Hari lors de son procès, et confronte l'empereur à son vide intérieur. Lui qui n'est qu'une copie conforme d'un être bien trop égocentrique pour envisager que quelqu'un d'autre puisse faire mieux que lui. À cause de lui, le premier empereur Cléon, l'évolution de l'espèce humaine s'est arrêtée il y a plus de 10 000 ans. C'est presque dommage, et ça justifie en effet que l'humanité dans la série soit la même que celle que l'on connaît aujourd'hui encore sur Terre. En autant de milliers d'années, l'espèce humaine aurait dû changer, et d'autant plus selon les différents mondes sur lesquels elle s'est installée, vu que c'est son environnement qui détermine l'évolution d'une espèce. Mais là, comme avec la stagnation des empereurs, l'humanité ne se réinvente plus, l'Empire a imposé un statu quo dans la galaxie, une inertie. Donc notre empereur du jour se rend sur la planète mère de cette religion pour confronter les croyances de la prêtresse et influencer l'élection d'une Proxima, plus en adéquation avec son régime. Toutefois, ce n'est pas aussi simple qu'il l'attendait et il se voit poussé à participer au chemin de la transformation. C'est un classique de toute religion, un chemin de souffrance, de faim et de soif avec une récompense à la fin, une prétendue vision mystique, réponse à toutes nos questions. On est dans un classique de la manipulation de l'esprit. Une grande souffrance et privation affaiblit le mental, puis un immense soulagement induit de la dopamine et des visions, et donc de la croyance. Et afin de s'assurer l'appui de la plus grande religion de l'Empire et d'obtenir encore plus de légitimité, il raconte une vision qui le rend presque divin aux yeux des fidèles. Ainsi son pari est remporté, et sa domination reste sans conteste de ce côté-là. Mais en réalité, il n'a rien vu. Et après ça, sa servante prononce une phrase sur le vide de son âme qui va le hanter. Donc la combinaison de sa toute-puissance symbolique à ce complexe de l'imposteur et ce secret va sûrement le transformer en monstre et en tyran, ou au moins en cinglé. Mais pas totalement, ou en tout cas pas tout de suite, car il parvient encore à faire preuve de compassion après la trahison de son jeune frère. Ce jeune frère qui est différent. Bien qu'il soit lui aussi un clone comme ses prédécesseurs, il est par exemple gaucher, bien meilleur que ses frères à la chasse, et surtout il est imparfait car il est daltonien. Une différence qui est donc la source de grandes angoisses, mais aussi de son humanité. Il est bienveillant et empathique, il tombe même amoureux. Lui aussi est une anomalie. Malheureusement, on découvre trop rapidement qu'il est en fait un clone défectueux, tout simplement, après que la rébellion ait altéré le patrimoine génétique de l'empereur originel.
Pour le moment, je ne m'attarde pas trop sur la rébellion car je pense qu'il y aura tellement plus à dire dans la prochaine vidéo traitant de la nouvelle saison. Et puis, on n'en sait pas encore beaucoup à leur sujet, si ce n'est qu'ils disposent d'importantes ressources financières et scientifiques, vu qu'ils ont créé leur propre clone de l'empereur pour tenter de le mettre sur le trône. En bref, l'histoire des empereurs était vraiment très intéressante, même si elle prend fin avec la première saison. En effet, ne pouvant plus faire de clone parfait, l'empereur actuel, celui qui a effectué le chemin de la transformation, est le dernier. Il va donc devoir trouver un autre moyen pour devenir immortel, ou en tout cas perdurer dans le temps. Sûrement une histoire de cryo-sommeil comme les deux jeunes femmes dans l'espace. Enfin, Gaal et Salvor se retrouvent à la toute fin de la saison. Gaal, qui pensait échapper à son destin, s'est finalement précipité vers lui, et rentre sur sa planète dévastée où l'attend Salvor en sommeil depuis plus d'un siècle. On en revient donc au débat, prédétermination contre libre arbitre. Mais c'était bien leur destin de se retrouver, car Salvor n'est autre que la fille biologique de Gaal et son chéri assassin. Raison pour laquelle Salvor pouvait voir des événements du passé de ses parents. Cela pose donc la question de la mémoire génétique, chose que les clones de Cléon, eux, ne partagent pas. Et à présent, c'est la fille qui va devenir la guide de sa mère sur le chemin de la destinée. En conclusion, cette première saison, extrêmement riche, faisait surtout office d'une très longue exposition, pour nous présenter l'univers de Foundation et ses personnages. On a également pu y voir la première crise. Non pas de l'Empire, mais de la Fondation. Car c'est bien la Fondation qui sera à l'origine de la crise de l'Empire et de sa chute. Directement ou indirectement. Voilà, compte tenu de l'ampleur de l'univers créé par Isaac Asimov, il y a encore de nombreux éléments de l'histoire qui peuvent être explorés dans les saisons à venir. La série va continuer à suivre les événements de la Fondation Seldon à travers différentes époques en mettant l'accent sur de nouveaux personnages et en développant davantage les intrigues politiques, les batailles intergalactiques et les réflexions sur le destin de l'humanité, qui resteront des éléments clés de la série. J'ai hâte. Il est donc temps pour moi de me lancer dans la nouvelle saison qui vient de commencer. Je vous dis à bientôt pour l'analyse de la saison 2. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, abonnez-vous, commentez et laissez votre plus beau like pour donner de la force à la chaîne. Sur ce, je vous laisse et à très vite sur Anakaland. Bye.